invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est à nos côtés, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Alexandre Baradez avec nous également, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et Stéphane Déo qui complète ce trio, gérant chez Eleva Capital. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci à vous trois d'être là, ravi de vous retrouver. Stéphane, c'est un peu la question que je pose là, dans l'attente des annonces tarifaires. Est-ce que ça peut marquer une forme de pic d'incertitude, une incertitude, et des modèles économiques existent pour justement montrer le niveau d'incertitude qui a été atteint depuis le 20 janvier. On est sur des records et quelque chose de hors norme à tout point de vue. Est-ce qu'on peut marquer un pic d'incertitude avec l'annonce des tarifs ce soir, ou est-ce qu'il faut plutôt imaginer que c'est le début d'une nouvelle étape, d'une forme d'escalade peut-être, et d'un nouveau choc d'incertitude à venir devant nous? Ouais, en termes d'incertitude, on va avoir donc l'annonce ce soir. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que l'annonce sera assez importante en termes de tarifs, etc. Et donc, évidemment, ça va ouvrir des négociations. Alors, Donald Trump aime bien faire des négociations bilatérales, ce qui complique les choses. Donc, je ne pense pas qu'on soit un pic d'incertitude. Au contraire, ça va ouvrir une boîte de Pandore de négociations, de devises qui vont s'apprécier, se déprécier. Donc, je pense qu'on est là pour... c'est parti pour continuer un bon moment, très clairement, cette histoire-là. Et l'hypothèse que vous retenez, c'est... c'est compliqué à suivre, mais l'idée qu'on va fixer des tarifs le plus haut possible pour justement entamer ces négociations. C'est le style Trump. On tape très fort dès le début et puis après on fait des concessions et petit à petit on arrive à un accord. Alors là j'étais à un déjeuner, on était une vingtaine d'investisseurs. Le consensus c'est à peu près 10-15% de tarifs sur tout le monde. Le commissaire européen... au commerce extérieur a dit 20%. Ouais. Il est revenu de Washington la semaine dernière en disant ce sera 20 points. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est 15-20% grosso modo qui sont attendus. Donc on verra. Après, il y a une autre question, c'est est-ce que c'est 20, 25, 15, alors je vais essayer votre chiffre, est-ce que vous voulez. Est-ce que c'est un chiffre sur tout le monde ou est-ce que c'est limité à certaines régions, certains produits, etc. Enfin, il y a un degré de complexité qui peut être très très fort là aussi. Donc je ne suis pas sûr que sur l'annonce, on ait une vision très claire immédiatement. Je serais étonné qu'ils disent c'est 25 pour tout le monde à partir d'aujourd'hui et puis point barre. Ce sera certainement beaucoup il y aura des ramifications plus importantes. Complètement. Un seul chiffre, un big beautiful chiffre qui couvrirait tout le monde. Ok. Alexandre, est-ce que les marchés sont prêts à ça? Enfin, à quoi sont prêts les marchés là? Quand on regarde les équilibres du jour sur les taux américains, sur le dollar, sur les marchés actions et les valorisations des marchés actions, à quoi est-ce qu'on est prêt? Il y a déjà une forme d'anticipation quand même, 10% de baisse sur le SP500 depuis le top, c'est quand même une anticipation, mais c'est vrai que là, la différence par rapport au premier mandat, c'est que le premier mandat c'était quand même très focalisé sur la Chine, il y avait une phase de quelques mois, c'était fin 2018 qui était vraiment monté en force, et puis ensuite assez rapidement, début 2019, ça s'était normalisé, là il a tapé un peu sur tout le monde, et il va continuer à le faire semble-t-il, mais c'est très global en fait, et on rapproche ça quand même, alors c'est vrai que ce que disait Stéphane par rapport à gros chiffres, et puis on va dégrossir ça, c'est ce que laisse entendre Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, il dit voilà la stratégie, grosso modo. Enfin, il ne dit pas la stratégie, mais il laisse entendre que on part du sommet. Ce sera un cap. On va mettre un cap. Voilà. Mais après, un plafond, et puis on verra comment ça retombe. Ça, c'est l'avis de Scott Bessent. Alors, effectivement, Trump a quand même écouté Bessent par rapport au taux long et à Powell. Il avait laissé tranquille Powell pendant quelques temps. Donc, est-ce que Trump, par contre, sera d'accord avec ça? Est-ce que lui, sa façon de communiquer au départ sera celle-ci? Ça, c'est le suspense pour ce soir. Après, la question de l'impact, c'est vrai qu'on voit que les grosses banques américaines, alors, qui sont peut-être aussi informées avec des sources à la Maison-Blanche ou autres, toutes relèvent leur prévision de probabilité de récession. Donc, pour Goldman, c'est passé à 35%, JP Morgan, ils ont annoncé un 40% de probabilité. Donc, tout le monde redresse un petit peu ses prévisions de risque de probabilité, enfin, ses probabilités. Après, il y a un thème, moi, qui me semble être le thème de ce début de mandat qui... Pour l'instant, les questions commerciales semblent cacher un peu ça, mais il me semble que le gros thème, et c'est là-dessus que Scott Bessent est très à cheval, c'est la priorité absolue pour les États-Unis de faire baisser les taux longs. Presque, je veux dire, coûte que coûte. Parce qu'on a quand même l'impression qu'après 5 années d'énormes déficits aux États-Unis, il faut bien regarder un graphique très dézoomé sur 80 ans de déficit aux États-Unis. Là, en moyenne, ce qu'on a connu comme déficit année de Covid et post-Covid, c'était l'année de Covid de 14-15% de déficit. L'année après, on était dans une zone encore 11-12%. Après, c'était 7 et quelques, mais on est rarement
retombé même quasiment jamais sous les 6% depuis le Covid. Si vous faites une moyenne de tout ça, on n'a rien connu depuis la crise des subprimes, donc plus grave crise depuis 29, et avant cela, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est quand même sur des niveaux de déviation du déficit par rapport historique américain qui est absolument gigantesque. Est-ce que c'est un héritage volontairement laissé par Biden pour mettre son successeur dans l'embarras? Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a un impératif de réduire le déficit. Et un des moyens d'y parvenir, brutal, c'est sur une assiette extrêmement large d'importation. J'ai les chiffres exacts, on doit être dans la zone des 3 000 milliards à peu près d'importation aux États-Unis. Si là-dessus, vous en ciblez 1 000 ou 2 000 milliards à des taux de 10 à 15%, vous faites rentrer de manière rapide plusieurs dizaines de milliards, voire centaines de milliards de dollars. Donc, ce serait aussi une stratégie pour réduire le déficit de manière un peu musclée, peut-être augmenter un peu les impôts. On voit qu'il y a un débat qui... Pour dire les choses clairement, Alexandre, passer par la case récession, quoi. Enfin, je veux dire, sans le dire de manière claire, mais oui. Bonne manière de réduire le déficit, c'est de passer par la case récession, quoi. Grosse contraction, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ça la priorité, donc de réduire ce déficit. Du coup, si effectivement il y a moins de croissance, moins de consommation, ça fait baisser les taux longs, et à un moment donné, la Fed recommence à baisser les taux. Donc on a quand même l'impression qu'il y a un pattern comme ça qui s'est mis en place, et effectivement, on n'a pas l'impression qu'on arrive au bout de ce pattern. On a l'impression qu'on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire que les 10% de baisse du stock du SP500, ça peut devenir à moins 15, peut-être à moins 20, et on a l'impression qu'on est un peu au milieu de ça actuellement. Sans dire que la récession serait un objectif pour eux, politiquement ce serait trop compliqué à avouer ou à admettre, j'imagine, mais en tout cas, c'est pas un chiffon rouge. C'est pas quelque chose qui les effraie ou qui les ferait reculer. Non, et quand je dis c'est traduire ça, encore une fois, c'est Scott Bessent qui est quand même on va dire l'homme fort du Trésor. C'est l'homme fort du Trésor. Ouais. Sa façon de communiquer qui a un tout petit peu évolué il y a quelques semaines, début d'année, c'était pourquoi parler de récession. Et quand on leur pose la question régulièrement, c'est on ne peut pas écarté qu'il n'y aura pas de récession. Voilà, donc on sent que les éléments de langage évoluent tranquillement. Et puis surtout, il y a les prévisions de la Fed, des antennes régionales de la Fed, notamment celle d'Atlanta, que tout le monde lorgne avec des yeux comme ça, parce qu'elle est quand même tranchante. Hein. On était à 2-4% de croissance au dernier trimestre. Là, alors, selon qu'on impute les importations d'or ou autres, mais on est sur des niveaux de contraction qui seraient de 1,5 à quasiment 3, 3,5, 3,7. On sent quand même qu'il se passe un truc au premier trimestre, et c'est pas que des questions de balance commerciale. Le consommateur a moins confiance. Les 2 derniers mois de vente de détail était quand même assez moyen, donc ça tourne aussi un peu comme autour de la consommation. Ouais, juste Stéphane, et je vous passe la parole, Véronique, pourquoi les taux longs baissent là, effectivement ? Je veux dire, alors ils ont baissé, on était 4,80 début d'année, ils ont baissé un petit peu, mais là, chaque fois qu'on a des nouvelles, que la menace tarifaire se rapproche, les taux longs baissent toujours un petit peu plus, quoi. Ouais, je pense que c'est le risque de récession qui est en train d'exploser très clairement. D'accord. Oui. Donc le marché voit plutôt récessif plutôt qu'inflationniste. C'est très impressionnant, on en parlait tout à l'heure, il y a un mois à peu près, tout le monde était optimiste sur l'économie américaine. Il y avait un effet richesse qui était colossal sur les ménages, donc ils consommaient, donc il y avait de l'activité, donc on créait des emplois, donc on générait des salaires, donc on consommait, enfin c'était la machine qui marchait très très bien. Là, on commence à avoir une consommation qui faiblit. Juste pour l'anecdote, on a des cartes bleues les dépenses de cartes bleues autour de Washington DC, donc tous les fonctionnaires autour, c'est en train de tomber très très vite. Donc c'est juste une anecdote, mais ça fait partie de l'histoire. Les créations d'emplois baissent, et donc la belle mécanique, elle s'enclenche en sens inverse. D'accord. Et donc on peut très vite boucler avec un effet richesse qui est très mauvais. Parce que les ménages américains qui avaient du Bitcoin et Tesla, il ne faut pas le nommer. C'est ce qu'on raconte depuis longtemps. C'est le top 10 aujourd'hui tient à peu près 50% de la consommation aux États-Unis. Voilà, tout ça, ça peut... Ceux qui sont investis, en l'occurrence. Ça peut baisser très très vite, en fait. Et donc, il y a un mois, c'était l'euphorie, et puis on est sur effectivement des probabilités de récession qui sont très très loin d'être négligeables maintenant, même si ce n'est pas encore le scénario central. Véronique, vos commentaires, en attendant les annonces, les risques que ça représente. C'est vrai que même jusqu'à ces derniers temps, le narratif macro un peu global, c'était de dire oui, il y a un ralentissement américain, ça fait des années, 2 ans au moins que les États-Unis sont en croissance au-delà du potentiel. Là, on voyait plutôt l'économie américaine ralentir, et à l'inverse, alors que pendant 2 ans le reste du monde avait ralenti, on voyait plutôt une reprise se matérialiser dans le reste du monde, Europe, Chine, Asie. C'est un schéma qui reste valable, ou est-ce que c'est un schéma qui devient de plus en plus compliqué ? Est-ce que le ralentissement américain va aussi entraîner un ralentissement du reste du monde ?
Je vais vous redire un peu ce que j'ai répondu ce matin quand la question m'a été posée en disant mais on comprend pas bien si positif, enfin vous restez confiante ou ça. Bon, la réponse c'était de dire si on n'a pas de changement, si la voie de la politique américaine, la double voie, Donald Trump, protectionnisme, hausse des droits de douane et le Dodge reste intact, je pense que on ne coupera pas la récession. Et donc, après, ce qui nous est annoncé, la manière dont les choses sont faites, font qu'on est tous quand même un peu scotchés. Les lapins, lapins dans les phares. C'est à certains égards tellement incohérent économiquement. On a tellement de mal à comprendre la logique. À part, oui, un objectif prioritaire de faire baisser les taux. Et comme vous le disiez, on fait baisser les taux, eh bien, on met l'économie en récession, point. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est le plus efficace, hein, ça va très vite. Mais du coup, là encore, c'est difficile à admettre qu'un président qui a promis monts et merveilles quand même, accepte de pousser l'économie américaine en récession. Pourquoi ? Pour faire baisser les taux, pour rééquilibrer, pour avoir une situation budgétaire un peu plus... qui réouvre la porte pour des baisses d'impôts. Oui. En fait, c'est ça. Hein. Et créer un âge d'or sur le long terme. Oui. Alors, sauf que l'âge d'or sur le long terme, quand on commence par une récession avec une économie qui reste quand même fondamentalement très endettée, moins du côté des ménages, mais voilà, où la financiarisation extrême fait que les effets richesse, effectivement, peuvent être très rapides, c'est quand même jouer avec le feu. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours dit, hein, la pilule amère d'une hausse des tarifs significative et de coupes budgétaire drastique, c'était la récession. Et là, on y est. Je suis juste retenue par le fait que j'arrive pas à admettre qu'on persiste dans cette direction. Mais ce soir va me donner une partie de la réponse. Et si c'est le cas, effectivement, ce sera la récession. Pourquoi ? Alors, peut-être pas parce que la fête d'Atlanta nous chiffre à moins 3,7. C'était la dernière estimation d'hier soir. En l'occurrence, dans ces chiffres-là, et c'est peut-être pour ça que les marchés n'étaient pas convaincus, enfin, n'ont pas attaché autant d'importance que cela, dans un premier temps. C'est de la contribution négative du commerce extérieur. Autrement dit, les entreprises ont stocké comme des malades pour se prémunir contre des prix plus élevés après les hausses de droits de douane. Ce qui veut dire que vous allez retrouver dans les stocks, quelque part, une partie de cette contribution négative, et que finalement, ce n'est pas un signal récessif endogène. J'entends. Hein. Hors stock. Voilà. Hors variation des stocks. Exception, importation exceptionnelle qu'on peut comprendre. Mais ce qui est en train, ces tout derniers jours là, ce qu'on voit, c'est que ce sont d'autres contributions qui commencent à peser. Et là, ça grippe davantage. Et c'est pas surprenant. Hein. Et dans ce cas, je pense qu'on pourrait presque avoir une grosse surprise, peut-être au premier trimestre. Peut-être que le PIB va même pas baisser. Je pense qu'il baissera un petit peu, mais j'ai du mal à avoir un chiffrage aussi important négatif. Et par contre, la suite est très inquiétante. Il ne faut pas oublier que quand on licencie dans la fonction publique, hein, la plupart du temps, on maintient le salaire pendant 6 mois. D'accord ? Et donc, voilà, février plus 6 mois, ça nous donne une tendance quand même sur le risque, une concentration du risque, fin de printemps, début d'été, qui est probablement extrême. Donc, voilà, si l'économie américaine tombe en récession, avec des marchés conditionnés par une Fed qui n'a pas totalement les mains libres, hein, c'est quand même un signal extrêmement mauvais. Et c'est par là que la courroie, entre autres, de transmission risque de passer dans le reste du monde, c'est-à-dire un risque financier. Maintenant, sur l'histoire protectionniste, et après je... Non, allez-y. On est tous en incertitude, combien, et puis avec nos multiplicateurs dans tous les sens. Bon. Prenons les choses simplement. Nous, on s'est dit, on va essayer d'être... pédagogue, pragmatique, je ne sais pas, 25% de droits de douane, sur le commerce de biens US, États-Unis, US-Europe. C'est sur la moitié du commerce de biens. Et voilà, parce qu'il va y avoir des négociations, etc. Ça nous fait, c'est comparable à une taxe. Oui. Hein, donc, bon, ça nous fait 4% de hausse immédiate sur le déflateur du PIB
de la zone euro, et d'ailleurs réciproquement, puisqu'a priori on est dans une logique réciproque, hein, donc c'est des deux côtés. Alors, si on est à 12% de droits de douane, ça fait moitié moins a priori, mais ça fait quand même 2%. Hein. 2%, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'inflation? Toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on n'arrête pas ces temps-ci des toutes choses égales par ailleurs, il y en a toutes les phrases, hein, parce qu'effectivement, ce ne sera certainement pas égal par ailleurs. Mais donc, il y a forcément des effets induits sur les coûts salariaux, etc., où les entreprises prennent une partie, elles prendront en coupant leurs coûts et ça fera une récession. Donc on a quand même un environnement et des chiffrages qui nous parlent et qui sont éloquents. 2%, ne serait-ce que 2%, c'est énorme. Avec des situations notamment de marge chez les entreprises européennes qui ne sont pas hyper confortables en ce moment et qui représentent un risque majeur, quoi qu'il en soit, des programmes par Donc le risque, c'est un ralentissement mondial. C'est un ralentissement mondial. Pas juste des États-Unis. C'est un taux d'inflation et un ralentissement mondial. C'est pour ça que nous, on a quand même essayé d'estimer ce scénario récession mondiale avec une croissance qui baisserait à 2% à l'échelle mondiale. Ça fait très mal. Et dans ce cas, on a in fine moins d'inflation. Et on réouvre la porte pour des baisses de taux. Si on a une croissance mollassonne, etc., quand on voit ce qui se trame sur les marchés des matières premières, qui est assez logique, hein, finalement, l'or nous a donné la direction et on commence à voir la diffusion aux métaux notamment, eh bien, je ne vois pas comment on pourrait avoir de baisse de taux. Et là, c'est une reconsidération par rapport à l'objectif Bessent, si effectivement c'est un objectif central. Beaucoup va dépendre, l'ampleur de la douleur va aussi beaucoup dépendre de la réponse, de la fermeté des réponses qui vont être apportées à Trump ce soir. Alors, il y a la réponse des États, des partenaires ou ennemis commerciaux, je ne sais plus comment est-ce qu'il faut les appeler, Stéphane, mais il y a aussi la manière dont les entreprises vont réagir, et notamment les entreprises sur le marché américain. Avec l'élévation des barrières, il y a celles qui seront directement concernées, celles qui le seront un petit peu moins. Est-ce qu'elles ont encore un pouvoir de fixation des prix ou est-ce qu'il va falloir répartir la charge des tarifs un peu plus que peut-être la version 1 de la guerre commerciale de Trump en 2018-2019 ? Ce qui s'est passé pendant Trump 1, donc il a augmenté les tarifs essentiellement sur la Chine et sur certains produits uniquement. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a à peu près 10% de l'augmentation qui a été absorbée par l'exportateur. C'est-à-dire le producteur chinois a baissé un petit peu. Je veux rester compétitif, je prends un peu sur ma marque. Il y a à peu près 10% qui a été absorbé par l'acheteur. C'est-à-dire Walmart qui achète des jouets en plastique en Chine et qui réduit sa marge. Et Walmart, ils n'ont pas des marges énormes. Et donc il y a 80% des tarifs qui sont passés en hausse de prix. Ce n'est pas une question de choix. Vous n'avez pas le choix. C'est soit vous augmentez les tarifs, soit vous perdez de l'argent et vous rendez la clé et vous êtes en faillite. Donc de toute façon... Et cette répartition, c'est à peu près la répartition qu'on peut imaginer encore aujourd'hui. Je vois mal les entreprises avec les marges qu'elles ont à l'heure actuelle changer de manière très importante leur comportement. Alors il y a un troisième effet, c'est que... Aux États-Unis, les marges sont quand même confortables. Enfin, au-delà d'un aspect spécifique sectoriel, de la grande distribution... Au global, les marges... Alors, j'avais regardé ça de près. Si vous regardez Trump 1, les grandes entreprises ont peu souffert. Parce qu'une fois de plus, c'était très précis. C'était certains biens qui venaient de Chine, etc. Il y avait donc les machines à laver. Donc, les grandes entreprises avaient un fournisseur en Chine, un fournisseur au Mexique, un fournisseur ailleurs. Ils ont changé, puis pouf, pouf, ils ont fait de la magie. Et donc, ils n'ont pas payé la taxe. Les petites entreprises, elles avaient un fournisseur. Quand elles avaient un fournisseur, elles l'ont pris de face. Et on est donc, si on a des taxes qui sont beaucoup plus généralisées, mon histoire de je switch du chinois sur le mexicain, etc., vous oubliez complètement. Et donc là, il n'y a plus d'échappatoire. Effectivement, les grandes entreprises ont des marges importantes. Alors celles qui moi m'intéressent, parce que je suis investisseur, on regarde le S&P, mais c'est le S&P. Le reste, c'est pas du tout le cas. Et ces petites entreprises seront obligées de passer les prix. Alors il y a un autre effet d'éviction qu'on oublie souvent, c'est imaginer que le prix des écrans plats augmente de 30%. Vous n'allez peut-être pas acheter un écran plat, mais du coup, vous allez aller au cinéma ou au restaurant. D'accord ? Sauf que vous répartissez, vous changez votre consommation, ce qu'on a beaucoup vu pendant le Covid, des biens importés vers des services domestiques. Or, ces services domestiques sont des secteurs qui sont très tendus à l'heure actuelle. Donc en fait, vous déplacez juste le problème, vous allez faire de l'inflation sur les services domestiques. Et donc, vous pouvez le prendre, le retourner comme vous voulez,
vous avez un choc inflationniste immédiat. Et pas un choc de prix transitoire. Et alors transitoire, si vous me rappelez quelque chose. Non, mais tout est transitoire. Mais Oui. Alors, un exemple. À la fin, comme on dit, oui. Mais Non, mais moi, ce que je dis quand on me dit transitoire, c'est les dinosaures sont restés 150 millions d'années sur Terre, c'est transitoire aussi, hein, tout est transitoire. Mais non, sérieusement, imaginez que, juste pour l'argument, le prix des automobiles progresse de 20%. Alors oui, c'est transitoire, ce truc. Mais ça veut dire que l'année d'après, votre assurance, elle progresse de 20% aussi. Hein, parce que c'est donc ça. il y a des effets de second tour Donc quand même. vous avez forcément, vous n'allez pas pouvoir y couper le transitoire. On m'a déjà fait le coup une fois. Ça se diffuse, J'étais un quoi. peu dubitatif. Là, je suis toujours dubitatif. Ouais. Non, Avec une transmission possible des biens vers les services. bien sûr. À nouveau. Bien sûr. Et comme en plus le secteur de l'emploi est quand même très tendu, encore, je rappelle que il y a plus d'offres d'emploi que de chômeurs aux États-Unis. Oui. Alors, la différence est en train de s'estomper très rapidement. Mais si vous voulez, quand on a fait ça il y a 10 ans, 20 ans, on avait toutes les lumières rouges qui s'allumaient partout en disant c'est affreux, etc., etc. Donc, si en plus vous avez un marché de l'emploi qui est assez tendu, donc des salaires qui peuvent aussi rattraper, le transitoire... je suis un peu dubitatif, un peu beaucoup. Hein. Alexandre, en termes de put, donc je ne sais pas, est-ce qu'il faut déjà faire une croix au moins temporaire ou transitoire sur le put Trump? Est-ce qu'on peut garder l'idée d'une Fed qui pourrait trouver des arguments à un moment pour venir accommoder une situation si ça devenait nécessaire? C'est un peu ce que je reprends les deux scénarios de Véronique. Il y en a un qui peut le permettre, alors en passant par un niveau de douleur peut-être auto-infligé un peu dur, et puis il y a un scénario un peu plus médiocre, j'allais dire, où ça peut être compliqué. Quoi. Bah, ça peut être l'emploi, ça qui a ce double mandat. Donc, tant que ça ne bouge pas trop sur l'emploi, la Fed, et Jérôme-Paul l'explique très bien, ça, tant que ça ne bouge pas sur l'emploi, nous, on ne fait rien. Alors, il disait, cette dernière réunion, il y a peu de licenciements et peu d'embauches. C'est quand même assez figé, en fait, et pour lui, c'était quand même le signe d'une fragilité potentielle et ce qu'il avait ajouté, du marché du travail. Ça commence à... Et voilà, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Donc, effectivement, on sent que ça peut... Comme d'ailleurs, ça avait été le déclencheur l'été dernier, juste avant, on a une petite phase comme ça, pendant quelques semaines, les inscriptions hebdomadaires étaient remontées même pendant un mois ou deux, et ça a été le pivot, c'était déjà sur l'emploi que ça s'était fait. Donc, il est possible que ça se fasse à nouveau de ce côté-là. Ce qui a amené aux 50 points de base de septembre. Quoi. Oui, voilà, exactement. Et ça peut se faire... mais c'est vrai que alors, est-ce que c'est ce qu'il souhaite aussi? Jamais ce sera avouable, on ne peut pas dire, j'espère que l'emploi va encore plus se détendre, voire se dégrader. Donc, mais il y a quand même un aspect sur les salaires. Les salaires restent toujours à des rythmes d'après 4% en rythme annuel. Et ça, plusieurs fois, des membres de la Fed ont expliqué que ça reste incompatible avec un objectif d'inflation. Même si ce n'est pas ça qui a alimenté l'inflation, ça l'a retenu dans des zones toujours à... Et le rebond d'inflation core PCE, qui est la mesure, un phare de la Fed, de 6 à 2,8 à nouveau, on est sur un vrai range d'inflation. Hein, ça fait quasiment même un an. Pas quasiment, c'est un an complet entre 2,6 et 2,8 pour l'inflation core PCE. Alors, c'est plus les 5,5-6 au zénith, mais le fameux dernier kilomètre, il s'éloigne toujours. Donc, là-dessus, la Fed ne peut pas bouger normalement de ce côté-là. Donc, oui, il semble que c'est plutôt sur l'emploi que ça devrait bouger. Et c'est là qu'un ralentissement économique. Alors, le pouls de Trump, est-ce qu'il paraît à un moment donné j'ai toujours cette impression que l'objectif premier, c'est de faire rentrer l'argent dans les caisses, très vite. Combien de temps, c'est ça en fait, combien de temps avant que des effets soient visibles? On a même alors c'est des sources, on ne sait pas si ça verra le jour, mais des sources, c'est Axios, je crois, qui expliquait qu'il y a une réflexion à l'étude sur augmenter un peu enfin c'est pas augmenter, c'est laisser arriver à expiration une mesure de 2017 de baisse d'impôts, de ne pas la renouveler, ce qui rendrait les Américains les plus riches, donc au-delà de $600 000 de revenus. Donc les taxes que Trump, qu'il veut prolonger. D'accord. Donc on ne les prolongerait pas. Ça ne serait pas prolongé, certaines d'entre elles, et donc ça ferait remonter le taux d'imposition. Le cap là-bas, c'est actuellement 37% sur les tranches les plus hautes, ça passera à 39,6%. Donc ça ferait 2,6 de plus au taux d'imposition, mais sur les 1% les plus riches, ça fait aussi quelques dizaines de milliards qu'on fait rentrer dans les caisses. Donc on a l'impression que ça va être ça cette priorité, et qu'une fois, pendant quelques mois, peut-être 1 ou 2 trimestres, on aura rien n'indique qu'effectivement, au courant de l'été, ça pivote rapidement, que la Fed rebaisse les taux, etc. Moi j'ai plutôt l'impression effectivement que le pic stress marché, ça va être là en fait. Hein. C'est toute la mousse en amont. Ce soir, je ne vois pas d'argument fort pour que Trump, il va vouloir impressionner à nouveau. Donc, jour de libération, ça porte bien son nom. Enfin, ça porte bien son nom, mal son nom, mais il va vouloir marquer le coup. Donc, si c'est le jour de la libération, puis tout de suite, je rembobine la pelote et je montre que j'ai des craintes, ça, c'est pas du Trump, ça, tellement. Donc, le risque, c'est plutôt que ça persiste tout l'été 2 et qu'après, ça commence à changer, peut-être la Fed au courant de l'été, des chiffres de l'emploi qui ralentiraient, sans se cracher forcément. Voilà, donc, moi, j'ai l'impression quand même que la volatilité, je ne suis pas sûr qu'on ait une vol à 50, 60,
intéressante à nouveau. Là, la baisse de marché, si on fait un petit point marché, la baisse s'est faite de manière très ordonnée. Hein. Oui. Le VIX a un peu grimpé à 30 au début de la Il n'y a pas eu baisse. de panique. Hein. C'est Il n'y retombé. a pas eu de panique, de capitulation. Et le nouveau point bas du S&P, donc touché là il y a quelques jours, il s'est fait qu'un VIX à 24-25. Ouais. En soi, c'est pas énorme. Donc, c'est pas non plus le marché qui a capitulé. Donc, d'un côté, ça veut dire qu'il y a pas eu de panique sur les marchés, mais de l'autre côté, ça peut vouloir dire qu'il faut peut-être une capitulation pour qu'un put Trump ou un put Powell commence à arriver. Et cette capitulation, on l'a pas vue à ce stade sur les marchés. Ouais. Puis je retiens votre point, Véronique, je vous repasse la parole, mais c'est vrai que la dernière fois que vous étiez venu, vous nous démontriez que Trump avait tort de ne pas s'intéresser quand même à la course des marchés. C'est-à-dire que l'effet richesse pour le top 10 américain qui réalise 50% ou plus de la consommation aujourd'hui, l'effet marché, justement, il est important et que c'était peut-être justement le dernier fil qui tenait l'économie américaine aujourd'hui. Hein. Oui, entre autres, ce qui a également été très important pour l'économie américaine, ce sont les dépenses publiques de Joe Biden auparavant, hein, avec des effets, dans des secteurs très ciblés et des effets très positifs. Alors, ce qui est très compliqué en fait, et c'est là que ça fait un peu peur, parce qu'on a l'impression qu'il y a des portes de saloon un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez vu les ventes d'automobiles aujourd'hui. Non, 17 ouais. et des poussières, Ouais, 17 ouais. millions et des poussières. C'est-à-dire qu'on a un gros boom. Oui, on se dit, oui, les Américains, ils achètent des autos avant que les prix augmentent. Voilà. Rationnel. Donc, c'est rationnel. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, si c'est le cas dans l'auto, ça doit être le cas dans un certain nombre d'achats. Et on revient sur l'idée que le premier trimestre, il sera peut-être pas aussi mauvais. Et qu'avant d'avoir des chiffres plus négatifs, on risque de passer par quelque chose d'assez inconfortable en matière d'inflation. Deux choses. Hier, les JOLTS, l'indicateur de tension sur le marché du travail, a arrêté de s'améliorer. Hein. Ça fait 2-3 mois qu'on piétine. On était bien baissé, puis là, il ne se passe plus grand-chose. On reprend un tout petit peu, mais si on dit il ne se passe plus grand-chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous en ai parlé déjà, des effets de base sur l'inflation qui, à partir du mois de mai, commencent à être franchement mauvais. Donc, là, on aurait une inertie de l'économie, 3,04% par inertie de l'économie, mais redémarrage de l'inflation. C'est ça, cette période un peu compliquée qui est assez inquiétant, qui me semble nous pendre au nez, parce qu'il y aura les tarifs en plus, donc on sera en plein dans les effets diffusion des hausses de tarifs. Et c'est là que je ne sais pas comment la Fed va communiquer. Ça risque d'être assez chaud sur les marchés. Donc ça va dans le sens de ce qui a été dit, d'ailleurs, je crois, par nous trois. On n'est probablement pas sur un pic d'instabilité ou de stress, là, et c'est quelque chose qui risque de durer. La réponse du reste du monde, là, qu'est-ce que... Alors, bon, évidemment, politiquement, c'est difficile de rien faire. Mais Mario Draghi pose la question économique. Il faut vraiment se demander le coût opportunité pour l'Europe de partir dans une escalade 1 pour 1, œil pour œil, dent pour dent, etc. Parce qu'à la fin de la journée, ça fait mal à tout le monde, mais ça peut faire très mal à l'Europe aussi. Ça double choc de demande par un choc d'offres qu'on s'auto-inflige, nous, si on commence à élever nos barrières tarifaires. Bien sûr, et c'est pour ça que les négociations sont indispensables. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment attendre beaucoup de ces négociations, parce que en face, on a quand même une dureté du discours qui est extrême. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que les portes soient fermées, et on doit pouvoir les ouvrir, mais ça veut dire qu'à un moment donné aussi, il va peut-être falloir montrer les dents. Et montrer les dents, c'est peut-être élargir au-delà des biens. Les services, quoi. Voilà. C'est l'idée qui monte, de toute façon. Et je pense qu'à un moment donné, forcément, la méthode Trump pousse de toute façon à cela. Parce que sinon, on se laisse écraser. Et donc, c'est pas facile. Personne ne sait quelle est la meilleure stratégie à adopter. Je pense qu'il faut envisager un peu des deux. On n'a pas attaqué les services américains lors de la première guerre commerciale. L'Europe ne s'est pas attaquée aux services américains, que ce soit financiers, bancaires ou aux services digitaux numériques. Mais Trump 1 ne s'est pas vraiment attaqué à l'Europe non plus. Non. Donc il n'y avait pas vraiment matière à riposter. Après, il faut faire attention parce que, en prenant des pincettes avec les modèles économétriques qui se trompent tout le temps, mais l'impact de tarifs à 20-25%, c'est 0,2-0,3% du PIB européen.
S'il n'y a pas de Si on représailles, de réplique, rétorsion. Il y a des simulations de la Commission européenne et de la BCE, c'est 0,5. Donc 0,5, ça fait mal quand on a une croissance mollassonne en Europe. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. D'accord. Pourquoi c'est aussi faible? C'est un peu contre-intuitif. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que il y a quand même, ils ont besoin de nos produits. Trump 1, par exemple, avait mis des taxes sur l'aluminium. Manque de bol, le seul aluminium de qualité qui peut être utilisé par Boeing, il est produit aux Pays-Bas. Donc vous pouvez mettre les taxes que vous voulez, il n'y a pas de substitution. Donc vous importez quand même. Ça, c'est le premier point. Donc il n'y a pas beaucoup moins d'exportation, finalement. Et le deuxième point, c'est qu'on gagne des parts de marché. Regardez juste une anecdote, tous les contrats de F-35 qui ont été dénoncés, etc. Alors c'est pas fait encore, c'est très compliqué parce que vous avez des pré-contrats. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça libère des exportations pour les Européens. Et donc il y a des effets de substitution comme ça. Donc il faut faire attention aussi à pas peindre un portrait trop noir parce que je pense que c'est extrêmement disruptif. Je pense que pour les États-Unis, effectivement, ça les met dans une situation où vous avez un choc de prix énorme. Donc bonne chance à la Fed parce que ça fait moins de croissance, il faut baisser les taux, plus d'inflation, il faut monter les taux en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit très simple cette histoire-là. Mais sur l'Europe et sur la Chine et sur le reste du monde, l'impact de croissance, il n'est pas si stratosphérique que ça. Et ça veut dire, sur le plan des marchés, qu'on peut toujours avoir l'idée en relatif d'une surperformance de ces zones, Europe, Chine, ce qu'on a observé au premier trimestre, par rapport au marché américain. Moi, je vois un peu la stratégie de Trump de manière différente de ce qui a été énoncé. Pour moi, quand on parle aux gens proches de l'administration, en fait, il y a deux choses. Première chose, ils veulent déréguler. Donc, vous libérez tout, etc. Choc de productivité, donc une croissance très très forte. Et le deuxième point, ils veulent réindustrialiser. Donc ça, c'est l'OMNIC, etc., qui dit, on a effectivement un taux de chômage à 4%, donc il n'y a pas de problème de sous-emploi. Par contre, vous avez un quart des Américains qui sont à 40-45 000 $ par an. On n'arrive pas à vivre comme ça, il faut les passer à 80 000 $, donc on met des barrières douanières, on réindustrialise. Je ne dis pas que je suis d'accord avec l'histoire, mais c'est le raisonnement de ces gens-là. C'est l'objectif final. C'est l'objectif final. Si vous êtes dans cette histoire-là, il faut taper très très fort. Et la perte de PIB que vous aurez au début, etc., c'est pas grave parce que après, America Great Again, etc., etc. Oui. Juste pour l'anecdote, moi j'ai vu une économiste qui est une des gourous de Wall Street, qui est là depuis 40 ans, qui a commencé sous Reagan, et qui disait, regardez Reagan, il est élu, il y a des réglementations, c'est Reagan qui dit le problème c'est l'État. Il fait du Dodge puissance 10, etc., etc. Vous avez 18 mois de baisse de la bourse. Tout le monde a oublié. Maintenant, c'est fantastique. Ça rebondit, etc. Une fois de plus, je ne dis pas que je suis d'accord. Mais non, si vous rentrez dans cette logique-là... C'est le pari trumpien. C'est un pari. Et vous tapez comme un sourd au début pour changer l'économie américaine, parce que vous savez qu'après, ça va... Et ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas trop vendre les US encore là ou moi, je pense... Alors moi, je suis plutôt dans l'autre camp, qui est un peu l'histoire que vous avez racontée tous les deux, avec laquelle je souscris, c'est que, bon, ils ont peut-être raison, mais ils auront raison dans 5 ans, moi, entre-temps... par où on sera passé, quoi. Ouais, voilà. Donc, moi, je gère de l'argent, je ne vais pas rester long aux États-Unis en attendant. Hein. Non. Peut-être que je me remettrai long dans 5 ans s'ils ont raison. D'accord. Mais entre-temps, je pars en courant. D'accord. Donc là, on est dans cet intervalle de temps, vous dites... complètement. Le marché américain est encore un marché risqué, trop risqué. C'est l'effet richesse qui peut partir en négatif. Donc vous avez une conso qui baisse. Du coup, vous détruisez des emplois. Du coup, là vous avez un cercle. La vraie spirale, quoi. Le vrai cercle vertueux qu'on avait, c'est exactement la même histoire, mais en sens inverse. Ça peut faire très mal. La récession un peu endogène, quoi. Peut-être une différence par rapport à cette période-là. Milieu des années 80, c'est l'ouverture des frontières aux États-Unis. Oui. C'est là qu'on finalement on a recours
massif à la population étrangère pour subvenir aux besoins du marché du travail, etc. Donc là, on est en train de faire exactement l'inverse avec un âge médian de la population qui n'est pas non plus le même, ce qui veut dire autre chose, une autre histoire en matière de potentiel de productivité, entre autres. Bon, donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Et le pari, il est, voilà, je dirais, il est osé et il est assez peu crédible, je crois, compte tenu de là où on en est dans le stade de développement économique. Donc, voilà, tout ça est assez... n'incite certainement pas, effectivement, à considérer que la correction sur le marché américain soit suffisante pour avoir envie d'y revenir. Ouais, c'est certainement pas. Donc, c'est du défensif à fond, c'est clair. La question, c'est est-ce qu'il faut adopter aussi en Europe une posture temporairement défensive, au moins, défensive, pour passer ce tunnel-là des quelques semaines ou mois, parce que on a eu des grosses annonces, le marché a payé très cher. C'était plutôt positif pour le cycle. Et de manière totalement justifiée. Hein. Oui. Il y a un temps de déception qui nous pend peut-être au nez, parce que tous ces programmes sur la défense, etc., ça risque de prendre un petit peu de temps. Et c'est le moment où on va prendre les contre-coups de la politique protectionniste. Peut-être un petit peu de tension sur les prix des matières premières également. En tout cas, c'est un peu notre sentiment. Donc ça devient un peu plus compliqué là aussi. Je comprends. Même si fondamentalement, on applaudit des deux mains ce qui a été annoncé. Mais tactiquement, l'Europe aussi peut passer par un moment un peu de prise de profit, quoi. Voilà. Pour dire les choses. C'est exactement ça, effectivement. Alexandre. Alors c'est vrai que je souscris à ce que tu disais, Stéphane. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le point chaud, c'est sur les US, que la perception des investisseurs, il est sur les US. Et la Chine, elle a un cycle très différent, très désynchronisé depuis le post-Covid, en fait, avec des marchés actions chinois qui étaient très, très sous-performants pendant 3 ans. Quasi. Désertés. Voilà, désertés. Et là, il y a eu des... moi, j'y étais. C'est vrai. Il y a eu des réamorces très violentes. Et le sentiment, c'est ça, même quand on regarde des indices élargis, MSCI, Emerging Market ou autres, l'aspect bottomant sur 2-3 ans et ensuite le redémarrage ou autre, il est clairement incitatif à rester long sur les émergents, long sur la Chine ou autre, et sachant qu'en plus, et peut-être qu'on va enfin le voir, on disait à chaque fois, on disait l'Europe, bon, on dit toujours c'est le pari sur l'Europe, etc. Cette fois-ci, il était payant, et sur la Chine, je pense, c'est aussi le même pari sur la dynamisation de la consommation intérieure. Je pense qu'on va la voir plus fortement cette fois-ci. Il y a encore quelques semaines, il y avait des sources proches du gouvernement qui laissaient entendre que les aides à la consommation direct, et on voit bien comment ça se dégrossit côté de la Chine. D'abord, on joue le risque systémique sur l'immobilier, et puis en mesure, on affine pour arriver sur le consommateur. Et ça, je pense que pour l'Europe, du coup, les boîtes exportatrices, ça va être une... Donc le marché chinois va redevenir un moteur pour les boîtes européennes. Le risque US peut être en partie compensé par une dynamique intérieure chinoise un petit peu meilleure. Et l'Europe, effectivement, changement structurel en Allemagne, qui peut avoir des effets de ruissellement, mais un peu plus tardif, je suis d'accord, ça met du temps à se mettre en route. Mais au-delà des effets de ruissellement ensuite, il y a les effets d'un peu d'entraînement des autres pays. C'est-à-dire, on se rend compte que l'Europe a cette capacité de réagir. Et je pense que ça a de la perception, encore une fois, de l'investisseur, du sentiment investisseur par rapport aux actifs européens et aux actifs chinois dont on va parler, ça peut créer une forme de désynchronisation peut-être moins brutale que celle qu'on a eue, comme les rotations historiques qu'on a eues en 4 semaines, la US-Europe. Mais effectivement, je pense que là, on est dans la phase où ça a tapé. On voit dans les marchés depuis maintenant une dizaine de jours en Europe, la volatilité est à nouveau resynchronisée par rapport aux US, ce qui n'était pas le cas depuis le début de l'année. Là, le CAC rebaisse un peu, le DAX aussi, le MIB aussi. Mais par contre, c'est plutôt bas deep en Europe. S'il y a moins 5, moins 10 sur l'Italie, je pense qu'il faut y aller. On n'est pas encore acheté les creux sur le marché américain, mais en Europe, il y a l'idée que les creux qui arrivent là ou qui sont là sont peut-être des bons. D'accord. D'accord. Stéphane. Juste sur les États-Unis, il y a les fondamentaux. Alors moi aussi, j'étais économiste de formation, donc je regarde tout ça. Mais il y a les flux qui me semblent importants. Si vous regardez les fonds de pension canadiens, de mémoire, c'est à peu près 4 000 milliards de dollars. Donc, c'est pas peanuts. Ces gens-là sont en train de se dire, mais pourquoi on a tout investi aux États-Unis et pourquoi on n'investit pas au Canada? Il y a un problème de productivité. L'Europe aussi, nous aussi. On investit plus aux États-Unis qu'en Europe aujourd'hui. Alors, le fonds souverain norvégien a exactement le même sujet. Ils ont toujours investi aux États-Unis sans prendre de protection. Ils viennent d'engager un stratégiste taux de change. Un petit jeune de 30 ans pour se couvrir, pour savoir s'il faut se couvrir sur le dollar. Ça sert un peu le roussi. C'est 3 000 milliards, c'est à peu près le PIB de la France. C'est le plus gros fonds. Et les Australiens font la même chose. Donc là, je vous ai quand même donné juste 3 pays.
Je vous la fais là, au départ, à quelques dizaines de milliards. Non, mais on a quoi, 15 000 milliards d'actifs, quoi. Ouais, 10 000 milliards, 10 milliards oui, d'actifs oui. qui commencent à se dire mais pourquoi est-ce qu'on a autant d'États-Unis à l'heure actuelle? Et même les fonds européens sont plus investis aux US qu'en Europe aujourd'hui. Mais c'est normal, on avait énormément d'épargne, on n'avait oui. pas de support d'investissement. Pas de rentabilité. La chez nous. relance Oui. allemande, c'est de dire attendez les gars, on a maintenant un support d'investissement. On ne remet pas en cause. Du coup, les Européens aussi ont beaucoup moins d'incitation à trouver le palliatif qui était les États-Unis. Donc ça, il faut quand même le garder en tête. Et c'est là où la belle histoire de l'administration Trump, moi, il y a un petit sujet, c'est que effectivement, ils ont peut-être raison, mais ils ont cassé la confiance. Ouais. Et ça se répare pas en un an ou deux, ça se répare en 4-5 administrations à la suite. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet fondamental et c'est un vrai équilibre sur l'investissement mondial. Et puis, j'ai jamais vu autant d'interrogations. Bon, je considère toujours que les États-Unis sont une grande démocratie, mais jamais vu autant d'interrogations d'investisseurs pragmatiques sur le respect de l'état de droit. Oui. Non, mais très nouveau quand même. Ah oui, oui. Même sous Trump 1, ceux qui posaient ces questions, enfin, je veux dire, bon, on disait c'est pas sérieux. Oui, évidemment qu'ils respectent l'état de droit aux États-Unis, etc. Il y a eu quand même depuis un certain nombre d'événements, de prises de position, d'attaques, qui font que c'est devenu véritablement une question de marché. Complètement. Bon, et ben, bonne soirée ce soir, Véronique, messieurs. Donc, Liberation Day à 22h, clôture des marchés américains. On va suivre ça, évidemment, et les marchés digéreront tout ça demain, et nous serons là pour en parler. Merci beaucoup, Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, Stéphane Déo, gérant chez Eleva Capital.